circonscription de l'Ariège. L'ordre du jour appelle le débat sur la lutte contre le terrorisme d'extrême droite. Ce débat a été demandé par le groupe Écolo-NUPES. À la demande de ce dernier, il se tient en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures puissent être interrogées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en 2 parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'1 heure. Puis, nous procéderons, après vous avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'1 heure également. La durée des questions et des réponses sera limitée à 2 minutes sans droit de réplique. Pour la première phase du débat, je souhaite la bienvenue à M. Erwan Lecoeur, sociologue, membre du laboratoire Pacte, M. Patrick Baudouin, avocat et président de la Ligue des droits de l'homme, et M. Raphaël Archenot, porte-parole de la Jeune Garde. Je vais maintenant donner la parole à chacun de nos invités pour une durée d'intervention d'environ 5 minutes chacun. La parole est à M. Erwan Lecoeur. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais, en quelques minutes, très rapidement, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, essayer de dresser un tableau général de la situation de ce qu'on va appeler les ultra-droites ou l'extrême droite dangereuse, ce qui ne correspond pas à l'extrême droite politique en tant que telle. On parle bien d'un phénomène qui, depuis quelques années, connaît un regain d'activité et un regain d'intérêt de la part notamment des services de sécurité et aussi de quelques chercheurs dont je suis. Premier point, rappeler en liminaire que l'extrême droite pose un danger terroriste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même avant. Historiquement, l'extrême droite existe, a une densité. L'ultra-droite a organisé des attentats et on peut donc bien parler de terrorisme puisque l'objectif était de terroriser une partie de la population. On se souvient d'un certain nombre d'attentats terroristes en Italie, le réseau Gladio, en France plus tard avec l'OAS, etc. Et ces dernières années aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Le nombre de victimes est estimé à plus de 50 depuis les années 60. Évidemment, aucune autre ou pratiquement aucune autre force politique n'a eu ce même phénomène de terrorisme interne. Par ailleurs, l'ultra-droite a une spécificité. Elle a dans son mode d'action, dans son mode de fonctionnement, je parle bien de l'ultra-droite, l'action violente et des groupes qui ont été composés spécifiquement pour cela. On peut bien sûr penser au phénomène skinhead dans les années 60 en Angleterre, aux hooligans qui encore aujourd'hui s'entraînent pour cela dans un certain nombre de villes en France, en Europe et dans le monde. Les entraînements à des combats de rue et combats divers et variés. Encore aujourd'hui, il y a une renaissance de ce phénomène, notamment sur Internet. Au phénomène des jeux vidéo également, qui est de plus en plus utilisé par l'ultra-droite pour recruter et pour former des jeunes, comme ça avait été le cas pour l'armée des États-Unis dans les années 70-80, le militarisme ambiant et une forme de survivalisme qui est une relative nouveauté. Deuxième point, rapidement, la galaxie de l'extrême droite, c'est plusieurs choses, bien entendu. On a des ultras, des identitaires, des groupuscules et des mouvements. Si on parle du Front National, Rassemblement National, pendant toute une période, le Front National de Jean-Marie Le Pen avait rassemblé la galaxie, dont un certain nombre de groupuscules, je rappelle, une douzaine de tendances environ. Et ce rassemblement faisait que ces gens-là se tenaient, entre guillemets, à carreau. Vous avez peut-être entendu parler, à l'époque, il y avait une commission d'enquête parlementaire sur les questions de service d'ordre du Front National qui faisait la police en interne dans la galaxie. Ce n'est plus le cas depuis la scission de 1999, puis le fait que, avec l'arrivée de Marine Le Pen, on a vu partir un certain nombre d'identitaires ou de catho-traditionalistes notamment, qui sont désormais plus autonomes, donc potentiellement, évidemment, plus dangereux. On a le phénomène récent de reconquête avec un effet médiatique non négligeable que les scientifiques ont étudié récemment. Le projet qu'on va appeler maigretiste de M. Le Gallou de rassembler les droites et les droites radicales. Ce projet permet de retrouver les catho-traditionalistes et les identitaires qui se sont retrouvés au moment de la manif pour tous de 2013. M. Zemmour étant évidemment la façade médiatique d'un phénomène plus large dans les rues. Les groupes identitaires, blocs identitaires, générations identitaires, dont certains ont été dissous, les groupes historiques, Action française, Civitas, PNFE, etc., et des groupuscules, le GUD, les Zouaves, le Baston social, etc. Il y en a à peu près, non pas dans toutes les villes de France, mais dans un certain nombre. On parle là bien d'une forme d'action dans laquelle, je le rappelle, la manif pour tous a été un point de ralliement de plusieurs courants qui pouvaient être considérés comme radicaux autour de 2013. Donc il y a bien des différences à opérer entre des mouvements tels que le Front National, Rassemblement National, Reconquête, les groupes identitaires, les groupes historiques et des groupuscules, dont certains sont en renaissance, sans jeu de mots.
Des groupes dangereux, il y en existe bien entendu. Les services de sécurité les estiment à environ 1000 personnes en France qui sont potentiellement dangereuses. De nombreuses cellules ont existé, existent encore, parfois individuelles. On a vu dans la presse les projets OAS, Action Force Opérationnelle, les Barjols, etc., etc. Pour rappel rapide, 1000 personnes et environ 2000 personnes en soutien. Rien à voir avec l'Allemagne où on compte environ 13 000 personnes. Et en France, on compte 9000 fichiers S pour la radicalisation concernant l'islam. Les liens internationaux non négligeables. Depuis quelques années, ces liens internationaux et l'intérêt de Internet notamment a fait qu'il y a désormais une internationale des nationalistes les plus activistes, bien entendu. Il y a des frontières qui sont aisément passées. Il y a un soutien de nombreux groupes d'intérêt d'envergure internationale aujourd'hui à des groupuscules français. On le voit très nettement en termes de recherche. L'alt-right Trumpiste, par exemple, aux États-Unis, a financé des groupuscules en Europe, et notamment en France. On voit les liens avec notamment des États. On peut parler d'États de l'Est de l'Europe, dont la Hongrie, mais également en partie en Russie. Il y a donc désormais une internationale de l'autoritarisme, c'est l'ONU qui le dit, qui se dessine, qui relie plusieurs États, et de Je vous remercie. 5 minutes par intervenant. Je vous remercie. À 5 minutes 25. Donc, si vous voulez par contre conclure, allez-y. Voilà, je vais appuyer sur le bouton. Ma conclusion est la suivante. Il y a plusieurs phénomènes. Non, apparemment, ça fonctionne. Il y a plusieurs phénomènes. L'accélérationnisme, le fait que l'islam est devenu le principal objectif car il permet de composer un clash de civilisation, la montée des complotismes et des confusionnismes sur Internet. Voilà, à mon sens, aujourd'hui, les principaux endroits. Et bien sûr, je pourrais citer le masculinisme ou la remontée de l'agrarisme, qui est un ancien courant. Mais en gros, pour conclure, on a une nouvelle génération militante qui voit certains succès politiques et médiatiques et qui pense que le pouvoir est de plus en plus proche et qui pourrait se permettre des choses qui ne se permettaient pas il y a 10 ou 20 ans. En tout cas, en tant que chercheur ancien sur le sujet, c'est ce que nous voyons. Préparer la victoire, en quelque sorte. Deuxième point, l'Internet et les médias. On a le développement rapide de réseaux propagandistes qui ont des effets non négligeables sur des actions isolées potentielles. Et troisième point, et ce sera ma conclusion, il y a bien une ambiance que certaines personnes voudraient présenter comme une guerre de civilisation, qui devient une guerre raciale contre le grand remplacement et d'autres choses. Les ennemis ici sont clairement indiqués, mais aussi leurs alliés, les femmes, les LGBT, etc. Nous sommes donc face à des gens qui considèrent qu'ils ont à préparer une forme de guerre civile ethnique et que l'accélérationnisme consiste à frapper les premiers en n'attendant pas la riposte. Je vous remercie. Excusez-moi, il y a un problème de micro. Voilà. La parole maintenant est à M. Patrick